ministre, pour cette belle introduction aux présentations. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, donc, nous avons 3 présentations qui nous attendent ce matin. Nous allons tout d'abord demander à Monsieur Cheikh Modou Thiam de nous rejoindre. Monsieur Cheikh Modou Thiam est le directeur de la planification. Il va présenter en 15 minutes chrono le diagnostic. Donc, merci d'accueillir, Mesdames, Messieurs, Monsieur Cheikh Modou Thiam. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, le 24 mars 2024, les Sénégalais ont porté au pouvoir son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, autour d'un projet de transformation systémique à l'horizon 2050. Nous sommes là pour vous présenter l'agenda national de transformation systémique du Sénégal. Cependant, mettre en place cet agenda sur 25 ans exige de procéder à un diagnostic profond et exhaustif des politiques qui ont été menées sur le long terme depuis l'indépendance. J'ai l'insigne honneur de vous présenter ce diagnostic qui sera suivi par une présentation de la vision à l'horizon 2050 et enfin, de façon pratique sur les 5 prochaines années, du plan d'action quinquennal. Monsieur le Premier ministre a pratiquement résumé ce qui a caractérisé depuis l'indépendance le Sénégal. Comme il l'a rappelé, avec une hausse du PIB par habitant de seulement 0,4% sur la période. Avec une gouvernance qui a bridé le développement et il l'a rappelé, avec une baisse, en atteste une baisse de l'indice de perception de l'administration publique de 11 points de pourcentage. Également, on l'a senti, depuis l'indépendance, on a eu 3 crises cycliques d'endettement. 3 crises cycliques d'endettement, c'est ce qui caractérise, ce qui constitue un cercle vicieux de l'endettement. Donc, il y a eu les ajustements structurels, l'initiative également PPTE, et dernièrement, nous en sommes à plus de 85% du PIB en termes d'endettement. Une population active également avec une faible productivité, pratiquement 1/3 des actifs sont occupés, et un modèle social qui est inéquitable. En atteste le rang du Sénégal, 169e sur 192, situant le Sénégal parmi les 25 pays à développement humain les plus faibles. Et également un manque de résilience avec un développement durable véritablement fragile. Donc ce diapo véritablement caractérise le Sénégal avec un ensemble de fragilités et une dépendance économique structurelle. On était en 1960. Au Sénégal, nous avions un PIB par habitant qui était autour de 307 $. Ce PIB par habitant n'a été multiplié que par 5. Au même moment, des pays qui étaient autour de ce PIB par habitant de 307 $ ou bien même plus faibles ont eu leur PIB par habitant être multiplié par 4, par 33 et même pour la Corée du Sud par plus de 100. Le Sénégal également est caractérisé
par une croissance avec un secteur tertiaire qui occupe l'essentiel de l'économie, pratiquement 60% depuis l'indépendance. Le primaire est très faible, entre 16 et 24%, et un secteur secondaire qui est très faible, autour de 20%. Et le secteur tertiaire est caractérisé par une prépondérance de l'informel, le secondaire par des chaînes de valeur qui sont relativement très faibles et un secteur primaire qui peine à décoller. Le Sénégal également est caractérisé par un nombre très faible d'entreprises, essentiellement de très petite taille. On l'a vu ici, on est en termes de part à 90% pour les très petites entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires tourne autour de 10 à 20, qui ne dépasse pas en tout cas 100 millions de chiffre d'affaires. Et quelque chose également qui caractérise le Sénégal, c'est qu'on a très peu d'entreprises formelles. Lorsque, pour le cas du Maroc ou du Singapour, on est à 500 entreprises pour 10 000, ou bien à 700 entreprises pour 10 000, pour le Sénégal, on n'en est que à 10 entreprises. Donc le tissu industriel est très faible, il y a très peu d'entreprises et elles sont également de très petite taille. Le Premier ministre l'a rappelé, le secteur informel crée très peu d'entreprises, alors que c'est le secteur privé qui devrait créer les emplois. Donc 17%, au moment où le public est à 33%, pratiquement le double, et un secteur informel qui occupe pratiquement la moitié des emplois qui sont créés. La productivité également du Sénégal est très faible. L'innovation, en atteste l'innovation qui, en rouge, on le voit, en rouge, qui parfois même, sur les différentes périodes, est négatif. Moins 1% sur la période 1981-1993 et même sur la période 2000-2010. Donc, c'est une productivité globale de l'économie qui est très faible. L'innovation, en somme, est très faible au Sénégal. Également, la compétitivité prix du Sénégal, au Sénégal est très faible et elle n'a eu elle a tiré pratiquement l'avantage du différentiel d'inflation qui lui a été favorable, raison pour laquelle la compétitivité du prix est très faible, même si elle n'a pas atteint des niveaux très exceptionnels. Donc la compétitivité du prix au Sénégal est très faible. Des marges de manœuvre également qui sont très limitées. On l'a vu avec le cercle vicieux de l'endettement. Le Sénégal a connu 3 crises d'endettement. En conséquence, le déficit budgétaire tourne actuellement autour de 10% au Sénégal et c'est quelque chose qui est relativement structurel. En atteste ce graphique où actuellement, quand bien même il y a eu le rebasing, nous en étions en 2019 autour de 51 après le rebasing, alors que sans le rebasing, nous en serions à 71%. Une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, avec un déficit structurel de la balance commerciale qui a évolué de 15% en 2014 à 25% en 2023. Donc les exportations sont très faibles et également la demande intérieure la demande interne est relativement limitée aux produits alimentaires, énergétiques et aux biens d'équipement. Un déficit structurel du compte également, du compte extérieur courant, 5% pratiquement. Ceci est dû à une épargne très faible, 20% du PIB, au moment où l'investissement mesuré par la formation brute de capital fixe tourne autour de 35%. Raison pour laquelle on en est à ces déficits structurels de la balance commerciale et du compte extérieur courant. Quand bien même, on a eu un apport substantiel de la diaspora autour de 10% du PIB. Les flux d'IDE également ont continuellement évolué à la hausse, passant de 2% à pratiquement 10% du PIB sur les 10 dernières années, qui tournent ces IDE autour des secteurs des mines, du pétrole et du gaz, pratiquement le tiers de ces investissements directs étrangers. Au Sénégal, il n'y a pratiquement pas de moteur de croissance. Pour créer de la richesse,
pour aller vers le développement, il faut, sur le premier cadran à droite, en haut, il faut un ensemble de filières internationales à très forte valeur ajoutée. Alors qu'en réalité, on en est pratiquement autour de zéro. C'est pratiquement quasi inexistant. Donc, comme l'illustre le graphique, nous en sommes plus à de très petites filières domestiques, à quelques filières internationales qui tournent autour de 22%. Il n'y a pratiquement pas de moteur de croissance au Sénégal. Cette situation qui caractérise le Sénégal, même si on a quelques opportunités que le Sénégal pourra exploiter, notamment la dynamique de la population, une population très forte, avec une très forte croissance, une fécondité également très élevée, 4 enfants par femme contre une moyenne de 2,3 au niveau mondial. Une population également essentiellement jeune, 50% de la population a moins de 19 ans et 75% ont moins de 35 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune. Une migration également importante, pratiquement on a un immigrant contre 3 immigrants sur la période, sur les 10 dernières années. Donc le Sénégal, c'est un pays plus de départ et de transit. Une urbanisation également, il y a une ruée depuis les indépendances des populations des zones rurales vers les zones urbaines. En atteste le taux d'urbanisation qui était autour de 33%, pratiquement le tiers, en 1976, contre actuellement 55% en 2023. Les projections révèlent que nous en serions en 2050 à 65%. Un capital humain très peu productif. Si on parle de capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est également les mécanismes de protection sociale. À ce niveau, si on parle de la santé, relativement à la santé, il y a un déficit énorme en personnel de santé et en infrastructure. Il y a également une disparité très forte, pratiquement les 68% des spécialistes au Sénégal sont concentrés dans la région de Dakar. Donc des disparités très fortes et également une émergence des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, etc. La deuxième chose, c'est l'éducation qui est également insuffisamment efficace avec un taux de déperdition très élevé. Le taux d'échappement au primaire est de 65%. Pour le moyen, il se situe à 42% et pour le secondaire, nous en sommes pratiquement à 30%. Donc, on sent une déperdition très forte qui n'augure rien de bon relativement au système éducatif. Donc également, la protection sociale, la dernière partie, pratiquement 10% de la population, moins de 10% de la population active bénéficie des mécanismes de protection sociale et 15% des personnes âgées bénéficient d'une pension. On l'a rappelé, le nombre d'actifs. Et quelque chose également, c'est très important, les travailleurs actifs représentent juste 1/5 de l'emploi, donc 20% des Sénégalais. La pauvreté également, il y a eu plusieurs initiatives en la matière. Cependant, nous en sommes actuellement à pratiquement 4 Sénégalais sur 10 qui sont pauvres. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Donc avec également au niveau interne plusieurs disparités. On l'a rappelé tout de suite, la position du Sénégal par rapport à l'indice de développement humain qui a 3 composantes, tout ce qui est revenu, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. On l'a rappelé tout de suite, la croissance du Sénégal qui est très faible, le PIB par tête, l'éducation tout à l'heure et également la santé, révélateur de l'indice de développement humain qui est très faible. La pauvreté également monétaire, 37% au niveau national, 37% au niveau national, et dans le monde rural, nous en sommes à plus de 50%, précisément 53%. Avec cette pauvreté et cette faiblesse de l'IDH, nous en sommes en plus de cela à des inégalités criardes. En l'indice de Gini qui permet de mesurer les inégalités de revenus au niveau national, nous en sommes nous occupons la 92e position sur 169 pays. Et l'indice également d'inégalité de genre entre hommes et femmes, nous en sommes à 129, à la position 129 sur 166. Véritablement, nous sommes pratiquement derrière. Si on regarde à droite la carte,
Dakar, pratiquement avec 0,3% de la superficie nationale, occupe presque la moitié de la richesse nationale, précisément 46% de la richesse nationale. Au moment où, à droite, les 3 régions qui sont à droite, Tamba, Matam et Kédougou, c'est pratiquement 10%. Si on regarde également, c'est toujours dans les disparités, le revenu par habitant au niveau de la seule région de Dakar, nous en sommes à plus de 2 millions par habitant, au moment où, à droite, à l'extrême droite, nous en sommes à pratiquement 800 000, et pour les régions qui sont au niveau du centre, entre les 2 barres, nous en sommes à plus de 654 000 francs par habitant. Donc on voit, ça fait transparaître quand même des disparités importantes en termes de revenus par habitant, comme nous le précisions tout de suite relativement à l'indice de Gini. La pauvreté également, à Dakar, elle est relativement faible, 9%, au moment où, au niveau du centre, nous en sommes pratiquement à la moitié, 48%, et pour les 3 régions qui sont à notre droite, nous en sommes à 57%. Donc il y a des disparités criardes et un développement humain véritablement très faible. Également, le Sénégal essaie de se mouvoir dans un environnement en forte mutation, avec l'intégration régionale, quelques opportunités, l'intégration régionale qui peut constituer une opportunité que le Sénégal pourrait suivre, le numérique qui peut offrir ces années et nécessairement à l'avenir, le monde de demain, c'est le monde du numérique. Également, c'est une opportunité importante à saisir. Le dividende démographique, entre autres opportunités à saisir pour véritablement bâtir un développement durable à l'horizon 2050. Il y a également à côté de ces opportunités quelques menaces, les cybermenaces, le chômage également qui est énorme, raison de la situation actuelle que nous vivons, les tensions internationales également qui affectent le devenir du Sénégal, mais également la situation actuelle, les dérèglements climatiques, la pluviométrie, tout ce qui est problème de résilience, qui sont également là. L'immigration, on le sait, qui constitue également une menace importante, et également l'insécurité et le tourisme et le terrorisme. Également quelques risques majeurs, et le Sénégal doit également essayer de les contrer. C'est un enjeu climatique et qui constitue l'enjeu climatique qui constitue une préoccupation de taille, avec l'augmentation de la température, on l'a constaté ces dernières années, avec ses effets et impacts dans pratiquement partout dans le monde. Les régions côtières également qui affectent particulièrement nos côtes, et également une mauvaise urbanisation, même si l'urbanisation peut être exploitée de façon positive. Une pollution marine et également atmosphérique, on l'a constaté également à ce niveau, et le Sénégal dépend beaucoup de l'eau particulièrement, et c'est des menaces qui sont là présentes. Également des risques internes avec, par moment, des troubles politiques et des manifestations sociales, on le sait, surtout ces 10-15 dernières années, des groupes terroristes également, pas nécessairement au Sénégal, mais plus dans les pays qui frontaliers, et enfin, les crises sanitaires, on l'a vu dernièrement avec la Covid, entre autres crises sanitaires. Enfin, le bouleversement technologique avec le numérique, on l'a dit tout de suite, on devrait saisir tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle et les cybersécurité, mais également ça constitue un risque parce que nous devons préparer notre jeunesse, nous devons également préparer notre sécurité relativement à ce bouleversement qui sera un marqueur fort du monde, mais également du Sénégal lors des 25 prochaines années. Une gouvernance également qui a été fragilisée, lourdement fragilisée, avec une baisse de la confiance des citoyens dans les institutions. On l'a rappelé tantôt, ce qui l'atteste, c'est une baisse de l'indice de la gouvernance de plus de 10% sur les 10 précédentes années. Et là, ce n'est pas un indice qui est produit par le Sénégal, c'est un indice qui est produit par les institutions internationales pour dire un peu que là où nous en sommes par rapport à la confiance des citoyens dans les institutions. Une démocratie résiliente, on a eu 3 alternances avec quand même quelques remous
qui ont pu être atténués juste avant les élections. Mais le Sénégal quand même a su quand même avoir une démocratie toujours résiliente. La transparence budgétaire qui est également à renforcer à ce niveau également. L'indice de budget ouvert a baissé de presque 20 points les 7 dernières années. Donc ça témoigne un peu de la baisse de la transparence budgétaire et les audits qu'on vient de publier ces dernières semaines témoignent de cette situation. Les collectivités territoriales, depuis l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, le Sénégal s'est engagé dans une dynamique de donner plus de responsabilités aux collectivités territoriales, quand bien même cet engagement des différents gouvernements qui sont succédés, nous en sommes à au plus 1% en termes de PIB, de dotation pour les collectivités territoriales. Je précise bien 1%. Ça montre, ça résume véritablement l'inefficacité des collectivités territoriales, leur manque de moyens, pas que financiers, mais également en termes de ressources humaines pour asseoir un développement bâti autour des différentes régions. La lenteur également de la justice, à ce niveau également, on l'a rappelé tantôt, 46% des dossiers en instance de jugement, ça témoigne un peu de la lenteur, des lenteurs notées au niveau du secteur de la justice. Donc, c'est la raison pour laquelle, dernièrement, il y a eu ces réformes dont la mise en œuvre devra très certainement est en train d'être menée. L'intégration régionale également qui est à renforcer avec un commerce intra-régional très faible. À ce niveau, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Une insuffisance du commerce intra-régional affecte négativement la croissance et par conséquent le développement. L'insuffisance également de la connectivité. Sans connectivité, il n'y a pas point de développement entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal et les autres pays. Ça renforce la connectivité. La contribution également de la monnaie qui est également à renforcer. Les défis sécuritaires et maritimes, on en a parlé. Je m'en vais. Donc c'est un ensemble de problèmes. L'endettement, un secteur privé très faible, un capital humain véritablement très peu productif, une gouvernance au ralenti, une gouvernance véritablement en décroissance continue depuis pratiquement, surtout ces 10 dernières années. On peut caractériser plus ou moins le Sénégal sur les 15 dernières années et même depuis l'indépendance par ces 3 à 4 grands éléments. Et nécessairement, il faut, pour ce faire, pour résoudre ces problèmes, aller vers une rupture, un changement de paradigme, raison pour laquelle je vais laisser la parole à mon collègue M. Ndiaye pour vous présenter ce que le Sénégal compte faire pour les 5 prochaines années, donc la vision, avant que M. Diallo ne fasse une présentation par rapport à ce que ça va faire pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Modou Thiam, directeur de la planification. Mesdames, Messieurs, nous allons enchaîner avec la deuxième présentation qui porte sur la vision Sénégal 2050. Et cette présentation sera faite par Monsieur Victor Ndiaye, président du cabinet Performance Group, que je vous prie de bien vouloir accueillir. Merci beaucoup.